Le millionnaire découvre que quelqu'un utilise son nom pour sauver des vies. Une petite mendiante change les destins par des gestes invisibles. Chaque don cache une douleur que nul n'imagine. Et la vérité surgit là où l'orgueil n'atteint pas. Qu'est-ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent dans cette histoire? C'est votre présence qui donne vie à chaque chapitre raconté ici. Restez avec nous, car la fin révèle un secret bouleversant. Par un mardi matin étouffant, alors que le soleil de Paris commençait à peine à chauffer le béton des boulevards, Charles Beaumont se réveilla comme il se réveillait toujours, avec le réveil sonnant à 5h45, le corps répondant automatiquement à l'appel de la routine, l'esprit calculant déjà les engagements de la journée avant même d'ouvrir complètement les yeux. Il n'y avait pas de place pour la rêverie dans la vie d'un homme comme lui. Président de l'un des plus grands conglomérats financiers d'Europe, à la tête d'une fondation de mécénat d'entreprises qui brassait des millions dans des projets sociaux, Charles avait bâti son empire sur des fondations de discipline, de stratégie et d'une froideur calculée qui impressionnait même ses rivaux les plus expérimentés. À 52 ans, il était le portrait de la réussite absolue. Cheveux grisonnants parfaitement coiffés, costume sur mesure coûtant plus cher qu'une voiture citadine, montre suisse qui marquait non seulement les heures, mais aussi le statut de celui qui les portait. Son penthouse dans le Triangle d'Or offrait une vue panoramique sur la ville, des baies vitrées du sol au plafond qui transformaient Paris en un tableau vivant de pouvoir et de possibilités. Tout dans cet espace était planifié, contrôlé, millimétré, tout comme sa vie. Ce matin-là, cependant, quelque chose de différent se produisit. Alors qu'il buvait son café noir sans sucre et parcourait les rapports financiers sur sa tablette, une notification bancaire attira son attention. Un virement de 80 € avait été effectué depuis son compte personnel vers un RIB inconnu. 80 €. Une somme ridicule pour quelqu'un qui manipulait des chiffres à 7 ou 8 zéros quotidiennement. Cela aurait dû être insignifiant, cela aurait dû être ignoré, mais Charles Beaumont n'était pas arrivé là où il était en ignorant les détails. Et il y avait quelque chose dans ce détournement minime, dans cette faille presque invisible du système parfait qu'il commandait, qui éveilla un profond malaise, comme un caillou dans un soulier italien, trop petit pour blesser, trop grand pour être oublié. Il appela Robert, son chef de la sécurité informatique, avant même de finir son café. Sa voix était maîtrisée mais ferme. Il voulait des réponses. Il voulait savoir qui avait accédé à son compte, comment, quand et pourquoi. Robert, habitué à l'obsession de son patron pour le contrôle total, promit des résultats d'ici la fin de la journée. Charles se rendit à son bureau depuis l'héliport privé, survolant la ville qu'il avait contribué à façonner avec ses investissements. En bas, des millions de personnes commençaient leur journée, luttant pour leur survie, rêvant des miettes de ce qu'ils possédaient en abondance. Ils n'y pensaient pas. Il n'avait pas l'habitude de penser à autre chose qu'aux chiffres, aux stratégies, aux acquisitions. Le monde était un échiquier, et il jouait pour gagner. Mais ce jour-là, alors qu'il signait des contrats et participait à des visioconférences avec des investisseurs internationaux, l'image de ces 80 € ne quittait pas son esprit. C'était absurde. Lui, qui négociait des fusions milliardaires sans ciller, était perturbé par une transaction qui paierait à peine un déjeuner dans l'un des restaurants qu'il fréquentait. Robert appela à 17 h. Sa voix avait une hésitation inhabituelle. Le virement avait été effectué via une ancienne carte bancaire physique, l'une de celles que Charles avait jetées des mois auparavant en renouvelant ses informations bancaires. La carte aurait dû être désactivée, mais une faille technique lui avait conservé un lien résiduel avec le compte. Et celui qui l'avait utilisé n'était pas un fraudeur professionnel ni un hacker expérimenté. C'était une enfant. Charles sentit quelque chose d'étrange lui serrer la poitrine. Une enfant. Robert continua lisant le rapport d'une voix mécanique. Le traçage indiquait que la transaction avait été faite depuis un téléphone à l'écran cassé, un ancien modèle, dans un quartier de la Seine-Saint-Denis, connu pour sa précarité. L'adresse IP fluctuait entre des points d'accès public, mais il y avait une constante, toujours à proximité d'une galerie commerciale, abandonnée sur l'avenue Jean Jaurès. D'après l'historique des mouvements précédents, tous modestes, tous erratiques, l'équipe de sécurité conclut qu'il s'agissait de quelqu'un en situation de rue. Une fillette, probablement. Les caméras de surveillance d'un supermarché voisin avaient capturé les images d'une enfant d'environ 12 ans.
cheveux sombres attachés, vêtements sales mais soignés, manipulant un téléphone cassé en attendant à l'extérieur du magasin. Charles demanda les images. Quand elles apparurent sur l'écran de son ordinateur, il resta silencieux pendant de longues secondes. La fillette était maigre, mais n'avait pas le regard vide qu'il associait mentalement à la misère. Ses yeux étaient vifs, attentifs, presque défiants. Elle tenait le téléphone avec soin, comme on protège un trésor, et il y avait quelque chose dans sa posture, une dignité étrange pour quelqu'un dans sa condition, qui le dérangea plus qu'il n'aurait dû. « Ordonnez qu'on l'observe, » dit-il à Robert, discrètement. « Je veux savoir ce qu'elle fait avec cet accès. » Robert hésita. « Monsieur, ce n'est qu'une enfant. Elle a probablement trouvé la carte dans une poubelle et essaie d'utiliser ce qui fonctionne encore. Nous pouvons simplement bloquer l'accès et clore l'affaire. » Charles prit une profonde inspiration. « Non. Observez-la d'abord et tenez-moi informé. » Les jours suivants, quelque chose d'extraordinaire commença à se révéler. La fillette, dont l'équipe découvrit qu'elle s'appelait Léa Dubois, n'utilisait pas l'accès pour son propre bénéfice. Elle effectuait de petits virements, des montants modestes variant entre 30 et 100 €, puis utilisait l'argent pour acheter des choses. Des denrées non périssables, des médicaments de base, des couvertures fines, des couches pour adultes, des bouteilles d'eau, et ensuite, elle parcourait les rues, livrant tout en personne à d'autres sans-abri. Les images des caméras de sécurité que Robert avait réussi à compiler montraient Léa marchant dans les ruelles et sous les porches, portant des sacs en plastique, s'arrêtant à côté de personnes dormant sur des cartons, déposant les articles avec soin pour ne pas les réveiller. Quand quelqu'un était éveillé, elle livrait directement, toujours avec peu de mots, toujours avec une phrase qui se répétait « C'est un cadeau de l'homme au costume ». Charles regarda les vidéos en silence, assis seul dans son bureau, la ville illuminée en bas comme une mer d'étoiles artificielles. Il ne pouvait détacher ses yeux de cette fillette fragile qui avait créé sans le savoir un symbole, un mythe, l'homme au costume, lui, un fantôme de générosité qui n'avait jamais existé dans sa véritable essence. L'ironie était cruelle. Lui, qui dirigeait une fondation de mécénat milliardaires, n'avait jamais rien donné en personne à qui que ce soit. Ses dons étaient des chiffres sur des tableurs, des déductions fiscales, des stratégies d'image d'entreprise. Il signait des chèques, approuvait des projets, apparaissait à des événements caritatifs avec des sourires étudiés et des discours appris par cœur. Mais jamais, pas une seule fois, il ne s'était agenouillé à côté de quelqu'un qui souffrait pour offrir une aide directe. Et cette fillette, avec 80 € volés sur un compte dont elle ne savait même pas à qui il appartenait, faisait plus que ce qu'il avait fait en des décennies. Robert se présenta de nouveau au bureau le vendredi, apportant une découverte qui donna à Charles l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. L'équipe avait retracé l'historique de la fillette. Léa Dubois avait bénéficié 4 ans plus tôt d'une aide d'urgence de la Fondation Beaumont elle-même. C'était un programme automatisé, sans critères humains, qui distribuait des colis alimentaires et de petites sommes d'argent aux familles enregistrées en situation d'extrême précarité. Le nom de Léa apparaissait dans les registres parce que sa mère, alors encore en vie, avait fait la demande. Le don n'était que de 300 € et quelques colis alimentaires. Rien, moins que ce que Charles dépensait pour une bouteille de vin. Mais pour Léa, selon les dossiers sociaux que Robert avait réussi à consulter, cela avait fait la différence entre manger et avoir faim cette semaine-là. Sa mère, peu de temps après, avait disparu soudainement, et la fillette, sans autre famille connue, s'était retrouvée à la rue. Charles sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, un mélange de honte, de colère et de quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Cet enfant, qu'il avait aidé sans le savoir par un processus bureaucratique et froid, lui rendait maintenant ce geste en répliquant la bonté avec les maigres ressources qu'elle parvenait à rassembler. Et elle le faisait de manière plus humaine, plus efficace, plus vraie que n'importe quel programme qu'il dirigeait. Il se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre. Paris pulsait en bas, indifférente. Des millions d'histoires se déroulant simultanément, des millions de vies qu'il ne connaîtrait jamais. Et au milieu de ce chaos urbain, une fillette de 12 ans lui apprenait, sans le savoir, ce que signifiait être humain. Charles Beaumont,
L'homme qui avait bâti un empire financier à partir de rien, qui était passé de la pauvreté au sommet de l'élite française, qui avait toujours cru que son succès était le fruit exclusif de son intelligence et de sa détermination, se vit forcé d'affronter une vérité qu'il avait passé sa vie à cacher, y compris à lui-même. Lui aussi venait d'en bas. Il était né dans un village modeste du Massif central, fils d'une lavandière et d'un maçon qui savait à peine signer son propre nom. Il avait grandi en dormant sur un matelas à même le sol, partageant une chambre minuscule avec 3 frères, mangeant du riz et des œufs presque tous les jours parce que c'était tout ce qu'il pouvait s'offrir. Quand il avait 8 ans, une ONG locale avait commencé à intervenir dans la région. Ils offrirent du soutien scolaire, des goûters, des activités récréatives. Charles, maigre et silencieux, fut l'un des premiers à s'inscrire. C'est là qu'il apprit à lire correctement, à faire des calculs au-delà des bases, à rêver d'une vie différente. C'est l'une des enseignantes bénévoles, une femme nommée Madame Irène, qui remarqua son potentiel et l'encouragea à étudier, à passer le bac, à ne pas abandonner. Il obtint une bourse complète dans une université publique, déménagea à Paris à 18 ans avec une valise de vieux vêtements et 50 € en poche. Il travailla, étudia, lutta, et il gagna. Mais dans le processus, il décida d'enterrer tout ce qui le liait à cette origine. Il changea de nom de famille, s'inventa une biographie élégante, coupa les ponts avec sa famille. Il se construisit une nouvelle identité, celle de l'homme né pour vaincre, pas celle du garçon pauvre qui avait été aidé. Madame Irène était morte des années auparavant. Il n'était jamais allé à l'enterrement, n'avait même pas envoyé de fleurs. Il avait simplement effacé cette partie de son histoire comme si elle n'avait jamais existé. Et maintenant, des décennies plus tard, une fillette des rues nommée Léa Dubois le forçait à se regarder dans le miroir, à voir le garçon qu'il avait été. Le garçon qui avait aussi eu besoin d'aide, le garçon qui, sans un don anonyme d'étranger, n'aurait peut-être jamais échappé à la pauvreté. Il desserra sa cravate, sentant l'air lui manquer. Le penthouse luxueux semblait trop petit, étouffant. Il devait sortir. Il devait réfléchir. Il dit à son chauffeur qu'il allait marcher. L'homme, surpris, tenta d'argumenter sur la sécurité, mais Charles était déjà parti. Il descendit les 30 étages en ascenseur en silence, traversa le hall en marbre sans regarder personne, et sortit dans les rues de Paris. Il marcha sans but sur les trottoirs bondés, bousculé par des cadres pressés, évitant les vendeurs à la sauvette, respirant l'air pollué qu'il n'avait jamais remarqué de l'intérieur de ses voitures blindées. Il passa devant des porches où des gens dormaient enroulés dans des cartons. Il vit des enfants mendier. Il vit des personnes âgées fouiller les poubelles à la recherche de nourriture. Et il vit tout cela pour la première fois. Vraiment. Pas comme un décor, pas comme une statistique, mais comme une réalité. Quand il rentra chez lui, la nuit était déjà tombée. Il s'enferma dans son bureau et appela Robert. « Je veux que vous continuiez à observer la fillette. Mais élargissez le périmètre. Je veux comprendre tout le contexte dans lequel elle vit. Et je veux que ce soit documenté. Chaque mouvement, chaque action. » Robert confirma, mais sa voix avait une note d'inquiétude. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, quel est l'objectif ? S'il s'agit simplement de bloquer l'accès, je peux le faire en 5 minutes. » Charles resta silencieux quelques secondes. Puis il dit, d'une voix qu'il ne reconnut pas lui-même, « Je ne vais rien bloquer, je veux juste comprendre. » Les jours suivants, Charles plongea dans une obsession silencieuse. Il recevait des rapports quotidiens sur Léa. Il regardait les enregistrements des caméras de sécurité. Il lisait les transcriptions des conversations que la fillette avait avec d'autres sans-abri. Et plus il en apprenait sur elle, plus sa propre vie lui semblait vide. Léa se levait tôt, même sans avoir un endroit confortable où dormir. Elle se lavait le visage dans les toilettes publiques. Elle utilisait les bibliothèques municipales pour charger son téléphone et accéder à Internet via les réseaux gratuits. Elle étudiait grâce à des vidéos en ligne. Elle aidait d'autres sans-abri à s'inscrire aux programmes sociaux. Et elle continuait à effectuer ses petits virements, achetant des articles essentiels, distribuant tout en personne. Elle avait un réseau, un cercle de personnes qui lui faisaient confiance, des personnes âgées qui la traitaient comme leur petite fille, d'autres enfants qui la voyaient comme une meneuse, des adultes sans abri qui la respectaient pour son intelligence et sa générosité. Léa avait créé, sans s'en rendre compte, une communauté,
Une famille improvisée qui se soutenait mutuellement. Et elle faisait tout cela au nom de l'homme au costume. La figure invisible qu'elle avait inventée. Charles, lui qui avait passé sa vie à contrôler les récits, découvrait maintenant qu'il était le personnage d'une histoire dont il ignorait l'existence. Et le plus troublant, la version de lui qui existait dans l'imagination de Léa était meilleure, plus noble, plus humaine qu'il ne l'avait jamais été en réalité. Un après-midi, il prit une décision. Il demanda à Robert d'organiser une approche. Il voulait offrir un abri à la fillette par l'intermédiaire des assistantes sociales de la Fondation. Ce serait discret, professionnel. Elle serait placée dans un foyer d'accueil sûr, recevrait une éducation formelle, aurait accès à des psychologues, une assistance complète. C'était la bonne chose à faire. C'était logique. C'était ce que toute personne responsable ferait. Les assistantes sociales abordèrent Léa un samedi matin. Elle les écouta attentivement, les yeux vifs et sérieux. Quand elles eurent fini d'expliquer la proposition, elle remercia poliment et refusa. « Pourquoi ?» demandèrent les assistantes. « Parce que si je suis protégée, je ne peux pas protéger les autres. » La réponse parvint à Charles par l'intermédiaire de Robert. Il lut le rapport 3 fois, incrédule. La fillette avait refusé un abri, refusé la sécurité, refusé tout ce qu'il avait offert, pour une raison qui avait tout son sens et en même temps aucun. Elle avait choisi de rester vulnérable pour pouvoir aider les vulnérables. Charles sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'enfance, l'impuissance. Lui, habitué à tout résoudre avec de l'argent, de l'influence, du pouvoir, découvrait qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas acheter. Il ne pouvait pas acheter la confiance de Léa. Il ne pouvait pas acheter sa mission. Il ne pouvait pas changer son choix. Et pour la première fois depuis des décennies, il respecta une décision qui allait à l'encontre de sa volonté. Le refus de Léa blessa l'orgueil de Charles d'une manière qu'il n'attendait pas. Il était habitué à ce que les gens disent oui. Des employés qui obéissaient, des partenaires qui acceptaient, des adversaires qui s'inclinaient. Mais cette fillette de 12 ans, sans rien d'autre qu'un téléphone cassé et une conviction inébranlable, avait dit « non ». Et il ne savait pas comment gérer cela. Il commença à faire quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il se mit à marcher dans les rues la nuit, seul, sans garde du corps, sans chauffeur, juste lui et la ville. Il se rendait dans les quartiers où Léa agissait. Il observait de loin. Il voyait ses livraisons. Il voyait les gens qu'elle aidait. Il voyait l'univers invisible qui existait parallèlement au sien. Une de ces nuits, il assista à quelque chose qui le marqua. Léa livrait des barquettes qu'elle avait achetées dans un restaurant populaire. Elle s'arrêta à côté d'un homme plus âgé, assis sur un trottoir, et lui tendit la barquette avec une serviette en papier pliée dessus. L'homme l'ouvrit et trouva un message écrit au stylo. « Vous comptez encore pour quelqu'un ?» L'homme se mit à pleurer. Léa posa la main sur son épaule, dit quelque chose que Charles ne put entendre de là où il était, et continua son chemin. Charles sentit ses yeux piquer. Quand avait-il pleuré pour la dernière fois? Il ne s'en souvenait pas. Il rentra chez lui cette nuit-là avec une certitude croissante. Sa vie entière était une imposture. Il avait bâti un empire, mais vivait dans une prison. Il avait tout, mais ne possédait rien qui compte vraiment. Et cette fillette, sans rien de matériel, avait quelque chose qu'il avait perdu en chemin, l'humanité. C'est alors qu'il commença à enquêter plus profondément sur sa propre fondation. Il voulait comprendre pourquoi les programmes ne fonctionnaient pas comme ils le devraient. Il voulait savoir où allait vraiment l'argent, et ce qu'il découvrit le dégoûta. La Fondation Beaumont, son œuvre de charité publique, sa façade d'homme conscient, était une machine à avantages fiscaux et à détournements élégants. Des directeurs qui ne visitaient jamais les projets qu'ils coordonnaient. Des conseillers qui approuvaient des budgets gonflés et empochèrent la différence via des sociétés écrans. De faux rapports qui exagéraient les résultats. Des photos mises en scène avec des enfants souriants qui n'avaient jamais reçu d'aide réelle. Et lui, si obsédé par ses affaires principales, n'avait jamais vraiment regardé cela. Il avait fait confiance à des gens qui gérèrent la fondation pendant qu'il s'occupait de ce qu'il appelait le travail sérieux, le profit, la croissance, le pouvoir. Maintenant, forcé de faire face à la vérité, il réalisait qu'il finançait une structure corrompue qui servait plus à soulager sa conscience et son image publique qu'à transformer des vies.
Léa, avec 80 € volés, faisait plus de différence réelle que sa fondation millionnaire. L'humiliation était totale et nécessaire. Charles commença à changer, discrètement. Il n'annonça rien, ne fit pas de discours. Il commença simplement à agir différemment. Il renvoya les directeurs corrompus de la fondation. Il engagea des auditeurs externes. Il mit en place une transparence totale des rapports. Il supprima les programmes inefficaces. Il réorienta les ressources vers des initiatives communautaires menées par ceux qui vivaient réellement les réalités qu'il prétendait vouloir changer. Et parallèlement, sans que personne ne le sache, il commença à protéger Léa de manière invisible. Il modifia les systèmes de sécurité bancaire pour s'assurer qu'elle puisse continuer à utiliser cet accès sans être bloquée ou suivie par d'autres. Il fit des dons anonymes stratégiques aux endroits où elle achetait les articles qu'elle distribuait, garantissant que les prix soient plus bas. Il parla discrètement avec des policiers du quartier pour qu'ils ne dérangent pas la fillette ou les personnes qu'elle aidait. Il devint, sans qu'elle le sache, le véritable homme au costume, travaillant dans l'ombre pour que la lumière qu'elle allumait puisse briller plus fort. Mais quelqu'un observait Charles avec la même attention qu'il observait Léa. Son fils, Vincent Beaumont, journaliste d'investigation qui travaillait depuis des années pour un portail d'information connu pour ses dénonciations de corruption, avait commencé à remarquer des mouvements étranges dans les comptes de la Fondation Beaumont. Vincent, à 28 ans, était tout ce que Charles ne voulait pas qu'il soit. Idéaliste, agité, critique du système qui avait enrichi la famille. Il avait choisi le journalisme non par amour des mots, mais par amour de la vérité, ou du moins de sa version de la vérité. Et il voyait depuis longtemps son père comme le symbole de tout ce qui n'allait pas dans le pays, des milliardaires qui profitaient sur le dos des pauvres tout en prétendant aider via des fondations de façade. La relation entre père et fils était glaciale. Polie en public mais distante. Ils ne se parlèrent de rien d'important, ne partageaient pas de repas, n'échangeaient pas de confidences. Charles considérait Vincent comme un jeune naïf qui gaspillait son potentiel pour des causes perdues. Vincent considérait Charles comme un homme vide qui vendait son âme pour le profit. Aucun des deux n'avait complètement tort. Aucun des deux n'avait complètement raison. Et maintenant, alors que Charles tentait de se racheter secrètement à travers Léa, Vincent préparait une bombe journalistique qui pourrait détruire tout ce que son père avait construit. Car Vincent avait commencé à enquêter sur la Fondation Beaumont, et il avait découvert certaines des mêmes choses que Charles avait trouvées: détournement, surfacturation, inefficacité intentionnelle. Mais Vincent ne connaissait pas les changements récents que son père avait mis en œuvre. Il ne connaissait pas l'existence de Léa. Il ne savait rien de ce qui se passait en coulisses. Il ne voyait que les chiffres. Et les chiffres racontaient une histoire de fraude. Vincent prévoyait de publier l'article dans 2 semaines. Ce serait le reportage de sa carrière. Celui qui prouverait enfin que même des hommes comme son père, avec toute leur façade de philanthropie, n'étaient que des prédateurs déguisés. Charles n'avait aucune idée de la tempête qui approchait. Il était trop concentré sur Léa, sur la compréhension de son monde, sur l'apprentissage qu'elle lui offrait sans qu'elle sache qu'elle enseignait. Et Léa continuait sa mission, petite, silencieuse, puissante, créant des vagues dans un océan qui ne percevait pas encore son existence, jusqu'à ce que tout commence à se connecter de manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. La ville de Paris suivait son rythme frénétique, mais dans l'ombre, entre les porches et les ruelles, entre les penthouses luxueux et les bureaux vitrés, entre les rédactions et les comptes bancaires, 3 vies s'approchaient d'une collision inévitable. Et quand elles se rencontreraient, plus rien ne serait comme avant. Vincent Beaumont tapait rapidement sur le clavier de son ordinateur portable, assis dans un café simple du quartier de Belleville, bien loin des restaurants chers que son père fréquentait. L'ambiance était bruyante, pleine d'étudiants et d'artistes, avec des murs écaillés décorés de graffitis colorés et des petites tables en bois tachées par des années d'utilisation. C'était exactement le genre d'endroit où Charles ne mettrait jamais les pieds. Et c'était exactement pour cela que Vincent aimait être là. Il relisait pour la 10e fois les documents qu'il avait obtenus sur la Fondation Beaumont. Des tableurs de dépenses, des rapports d'audit interne, des factures suspectes, des contrats au montant gonflé. Tout indiquait ce qu'il soupçonnait depuis des années. La fondation de son père était une imposture bien construite, une machine à blanchir de l'argent
et à générer des avantages fiscaux déguisés en altruisme. Mathieu, son rédacteur en chef et ami depuis l'université, s'assit en face de lui avec 2 cafés. « Alors, demanda-t-il, tu as assez de matière pour boucler l'article » Vincent le regarda, les yeux brillants d'un mélange de satisfaction et de quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la vengeance. « J'ai ce qu'il faut, » répondit-il, « et ça va être dévastateur. Mon père a bâti un empire sur la misère des autres, et maintenant je vais montrer à la France entière qui il est vraiment. » Mathieu sirota son café, observant son ami avec attention. « Tu es sûr que c'est du journalisme d'investigation, Vinny, ou est-ce que c'est juste une affaire entre toi et ton père ?» Vincent ferma son ordinateur portable avec plus de force que prévu. « Ça peut être les deux. Et alors ? La vérité est la vérité, peu importe ma motivation personnelle. Fais attention, mec. Quand ça devient personnel, on perd en objectivité. Et l'objectivité, c'est ce qui sépare le journalisme de la vendetta. » Vincent allait répondre, mais son téléphone vibra. C'était un message d'une de ses sources, une femme nommée Sylvie, qui travaillait comme femme de ménage dans les bureaux de la Fondation Beaumont. Elle lui transmettait des informations depuis des mois, toujours avec prudence, toujours avec la peur d'être découverte. Le message était court. « Il se passe quelque chose de bizarre. Votre père est en train de virer tout le monde et de tout changer. Il faut qu'on se parle en personne. » Vincent fronça les sourcils. « Virer tout le monde? Tout changer ?» Cela n'avait aucun sens. Il répondit rapidement, fixant un rendez-vous pour la fin de l'après-midi. Mathieu remarqua l'expression confuse de son ami. « Du nouveau. Ma source dit que mon père fait des changements drastiques dans la fondation, des licenciements en masse. » Mathieu haussa les sourcils. « Peut-être qu'il a découvert que tu enquêtes et qu'il fait le ménage. » Vincent envisagea la possibilité. Ce serait typique de Charles Beaumont d'essayer de se protéger. Mais quelque chose dans le ton du message de Sylvie ne suggérait pas la panique de quelqu'un qui couvrait des crimes. Cela suggérait la confusion, comme si même elle ne comprenait pas ce qui se passait. « Il faut que je découvre ce qui se trame, » dit Vincent, en rangeant son ordinateur dans son sac à dos. « Je vais voir Sylvie aujourd'hui. Si mon père essaie d'effacer les traces, je dois accélérer la publication. » Mathieu soupira. « Ne fais pas de conneries, d'accord ? Cette histoire est déjà assez compliquée sans que tu agisses sur un coup de tête. » Vincent hocha la tête, mais son esprit était déjà ailleurs. Il devait comprendre ce qui se passait avant que son père ne réussisse à détruire les preuves qu'il avait mis tant de temps à rassembler. Pendant que Vincent traversait la ville en métro pour se rendre à son rendez-vous, avec Sylvie, Charles était en réunion extraordinaire au conseil d'administration de la Fondation Beaumont. La salle de réunion était vaste et élégante, avec une table en acajou pouvant accueillir 20 personnes et un mur entier de verre donnant sur le centre de Paris. Les conseillers le regardaient avec un mélange de choc et de colère mal dissimulé. Charles venait d'annoncer une restructuration complète de la Fondation. Suppression de 70% des postes administratifs, audit externe indépendant, transparence totale des dépenses, et plus choquant encore, le retrait de son propre nom de la présidence du Conseil. « Docteur Beaumont, » commença. Richard Fournier, l'un des conseillers les plus anciens, et aussi l'un des plus corrompus, bien que Charles ne l'ait découvert que récemment, ces changements sont trop radicaux. Ils vont déstabiliser toute la structure que nous avons construite au fil des ans. « Une structure pourrie, » répondit Charles, avec une froideur qui fit que plusieurs membres se tortillèrent mal à l'aise sur leurs chaises. « J'ai découvert qu'une grande partie de ce que nous faisons ici est du théâtre. Nous dépensons des millions en salaires administratifs et des miettes en actions réelles. Cela s'arrête aujourd'hui. Une conseillère nommée Patricia Morin, élégante et toujours calculatrice, se pencha en avant. « Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes en train de détruire votre propre réputation. La Fondation porte votre nom. Tout scandale se répercute directement sur vous. » Charles la fixa avec des yeux qu'elle ne reconnut pas. Il y avait quelque chose de différent en lui, quelque chose qui la perturbait. « Alors qu'il se répercute, » dit-il. « Je préfère assumer mes erreurs que de continuer à prétendre que je fais le bien tout en permettant que des fonds soient détournés. » Le silence qui suivit fut lourd. Charles savait qu'il signait son arrêt de mort social. L'élite parisienne ne pardonnait pas les trahisons, et exposer sa propre fondation était exactement cela, une trahison du code non écrit que tous suivaient.
paraître bon, détourner juste assez pour s'enrichir, mais ne jamais l'admettre publiquement. Il ne s'en souciait plus. « Vous avez deux options, continua-t-il. Vous adapter aux nouvelles règles ou démissionner. Je n'accepterai aucun compromis. » Richard se leva, la voix tremblante de rage contenue. « Vous allez le regretter, Charles. Il y a beaucoup de gens puissants impliqués là-dedans. Beaucoup de gens qui n'apprécieront pas d'être exposés. » Charles sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. C'était le sourire d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. « Qu'ils viennent, dit-il. La réunion est terminée. » Les conseillers sortirent en silence, certains furieux, d'autres effrayés. Charles resta seul dans la salle, regardant la ville à travers la vitre. Il savait qu'il venait de déclarer la guerre à des personnes dangereuses. Il savait qu'il y aurait des conséquences. Mais pour la première fois depuis des décennies, il sentait qu'il faisait quelque chose de bien. Son téléphone vibra. C'était Robert avec un nouveau rapport sur Léa. Il ouvrit le fichier et commença à lire. La pro. Fillette avait étendu ses actions. Elle ne travaillait plus seule. Elle avait réussi à inspirer d'autres enfants et même quelques adultes sans abri à participer aux livraisons. Ils formaient une sorte de réseau informel de soutien mutuel. Léa coordonnait tout par des messages simples, répartissant les tâches, organisant des points de rencontre, s'assurant que personne ne reste sans aide. Et tout cela était encore fait au nom de l'homme au costume. La légende qu'elle avait créée continuait de grandir. Certaines personnes commençaient à laisser des dons anonymes à des points spécifiques que Léa indiquait. De petites sommes, mais qui, additionnées, faisaient la différence. L'histoire du bienfaiteur mystérieux se propageait de bouche à oreille dans les quartiers périphériques. Charles lut le rapport 2 fois. Cette fillette était en train de construire quelque chose qu'aucun consultant coûteux, aucune planification stratégique, aucune campagne publicitaire ne pourrait reproduire. Un réseau authentique de solidarité basé sur la confiance et l'action directe. Il prit le téléphone et appela Robert. « Je veux augmenter les virements anonymes. Pas trop pour ne pas attirer l'attention, mais assez pour qu'elle ait des ressources plus régulières. » Robert hésita à l'autre bout du fil. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, jusqu'où cela va-t-il aller? Jusqu'à quand maintiendrez-vous cette protection invisible ?» Charles réfléchit un instant. « Aussi longtemps que nécessaire. Elle fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. Le moins que je puisse faire est de m'assurer qu'elle puisse continuer. » « Compris, monsieur. Autre chose? »« Oui. Je veux savoir s'il y a une menace pour elle. Toute personne qui pourrait représenter un danger. Et je veux que cela soit surveillé 24 heures sur 24. » « Ce sera fait. » Charles raccrocha et resta à regarder son téléphone. Sa vie était devenue une étrange dichotomie. Le jour, il démantelait les structures corrompues qu'il avait lui-même contribué à créer. La nuit, il protégeait une fillette qui ignorait son existence. Et au milieu de tout cela, son fils prévoyait de le détruire publiquement. Sylvie arriva au rendez-vous avec Vincent visiblement nerveuse. C'était une femme d'une 50aine d'années, les cheveux grisonnants attachés en chignon, les mains calleuses après des décennies de travail manuel. Elle s'assit sur la chaise en plastique du petit bar où ils s'étaient donné rendez-vous, regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à être suivie. Vincent lui commanda un jus de fruits et attendit qu'elle se calme. « Que se passe-t-il, Sylvie ? Votre message m'a inquiété. » Elle but la moitié du jus d'un trait, comme pour se donner du courage. « Votre père est en train de tout changer, Vincent. Il a viré la moitié des directeurs la semaine dernière. Il a fait venir des auditeurs de l'extérieur. Il coupe les dépenses, modifie les contrats, exige des rapports détaillés sur tout. Je ne l'ai jamais vu comme ça. » Vincent fronça les sourcils. Cela ne correspondait pas à ce qu'il attendait. Est-ce qu'il essaie de couvrir les détournements? Sylvie secoua la tête. Ça n'en a pas l'air. On dirait qu'il découvre les détournements maintenant et qu'il est furieux contre tout le monde. Il a viré Richard Fournier, imaginez. Cet homme était là depuis le début. Vincent connaissait Richard, l'un des piliers de la fondation, un homme puissant et bien connecté. Si Charles avait renvoyé quelqu'un de ce calibre, quelque chose de très sérieux se passait. Et il y a plus, continua Sylvie en baissant la voix. Votre père passe beaucoup de temps à regarder des rapports sur les personnes sans abri. Il a demandé des études complètes sur les programmes d'assistance, les endroits où ils vivent, leurs besoins fondamentaux. Il ne s'est jamais soucié de ça avant. Vincent ressentit un mélange de confusion et de méfiance.
Son père, soudainement intéressé par les détails sur la population sans abri, cela n'avait aucun sens. Vous pensez que c'est un nouveau projet, quelque chose pour améliorer son image? Sylvie haussa les épaules. Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air d'être de la comédie. Ça semble authentique. Je nettoie son bureau depuis 5 ans, Vincent. Je sais quand il fait semblant et quand il est sérieux, et maintenant il est sérieux. Vincent resta silencieux, en train de digérer. Toute son enquête partait du principe que la Fondation Beaumont était corrompue parce que Charles était corrompu. Mais et s'il se trompait? Et si son père essayait vraiment de changer? Non, pensa-t-il immédiatement, ce n'est pas possible. Les gens comme Charles Beaumont ne changent pas, ils ne font que s'adapter quand cela les arrange. Mais le doute, petit mais persistant, s'était installé. Vous pouvez m'apporter les nouveaux documents, les rapports qu'il demande sur la population sans abri? Sylvie hésita. Vincent, je ne veux pas perdre mon emploi. Votre article va tout détruire. Si on me découvre, je vous protégerai, promit-il. Votre nom n'apparaîtra jamais, mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Elle soupira, fatiguée. Je vais voir ce que je peux faire, mais promettez-moi une chose. Si vous découvrez que votre père essaie vraiment de faire quelque chose de bien, vous y réfléchirez à 2 fois avant de publier. Vincent ne répondit pas immédiatement. Le journaliste en lui disait que la vérité devait être exposée quel que soit le contexte. Mais le fils en lui, la partie qui gardait encore un peu d'espoir concernant son père, n'était pas sûr. J'y réfléchirai fut tout ce qu'il put dire. Pendant que Vincent faisait face à ses propres contradictions, Léa était dans une bibliothèque municipale, assise dans un coin silencieux, avec son téléphone cassé branché à un chargeur prêté. Elle naviguait sur des sites de programmes sociaux, notant les adresses et les horaires de distribution de nourriture, cartographiant les opportunités pour aider plus de gens. Une bibliothécaire nommée Sonia, qui connaissait Léa depuis des mois, s'approcha avec un sourire bienveillant. « Léa, je t'ai apporté un encas, un sandwich au fromage et un jus de fruits. » La fillette leva les yeux, ses yeux sombres brillant d'une gratitude sincère. « Merci beaucoup, Madame Sonia. Mais je ne peux pas accepter sans rien donner en retour. Laissez-moi vous aider avec quelque chose. » Sonia rit doucement. « Tu m'aides déjà rien qu'en existant, ma petite. Tu me rappelles qu'il y a encore des gens bien dans ce monde. » Léa accepta l'encas, mais garda la moitié du sandwich dans le sac à dos déchiré qu'elle portait. Sonia savait qu'elle le garderait pour le partager avec quelqu'un plus tard. C'est ainsi que la fillette fonctionnait. Elle ne gardait jamais rien pour elle seule. « Je peux te poser une question » dit Sonia en s'asseyant à côté d'elle. « Bien sûr. D'où tires-tu cette force? Tu n'es qu'une enfant, tu vis dans la rue, personne ne s'occupe de toi. Tu devrais penser à survivre, pas à aider les autres. » Léa resta silencieuse un moment, mâchant lentement son sandwich. Quand elle répondit enfin, sa voix était basse mais ferme. « Quand j'étais plus petite, ma mère et moi étions dans le besoin. Il n'y avait pas de nourriture, rien. Et tout d'un coup, une aide est arrivée. Un colis alimentaire, un peu d'argent. Je ne sais pas d'où ça venait, je sais juste que ça nous a sauvés à ce moment-là. Ma mère disait que c'était un ange. Je préfère penser que c'était une bonne personne qui a décidé d'aider sans rien vouloir en retour. » « Et l'homme au costume ?» demanda Sonia, ayant déjà entendu parler de la légende que Léa avait créée. La fillette sourit, un sourire triste mais plein d'espoir. « C'est ma façon de croire que cette personne existe encore, qu'elle aide encore. Et si je continue à faire ce qu'elle a fait, peut-être que d'autres y croiront aussi, et alors plus de gens aideront. C'est un cycle. » Sonia sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu as 12 ans et tu comprends le monde mieux que la plupart des adultes que je connais. » Léa haussa les épaules. « Je ne comprends pas le monde. Je sais juste que ça fait moins mal quand on prend soin les uns des autres. » Cette phrase simple, dite avec la sagesse de quelqu'un qui a connu trop de douleurs pour son jeune âge, résonna dans l'esprit de Sonia pour le reste de la journée. Cette nuit-là, Charles fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il sortit de nouveau marcher dans les rues. Mais cette fois, ce n'était pas seulement pour observer, c'était pour participer. Il enfila des vêtements simples, un jean et une chemise ordinaire, rien qui ne l'identifie comme un milliardaire. Il mit une casquette pour cacher son visage, et il se rendit dans le quartier où Léa faisait habituellement ses livraisons. Il s'approcha d'un porche où dormaient plusieurs personnes. Il avait acheté auparavant des barquettes dans un restaurant populaire et des couvertures bon marché dans
Un magasin de quartier. Ce n'étaient pas des choses chères, mais elles étaient utiles, et c'est ce qu'il distribua. Les gens le regardèrent avec méfiance au début, mais quand ils réalisèrent que l'aide était sincère, sans arrière-pensée, ils commencèrent à accepter. Certains remerciaient avec des mots, d'autres hochaient simplement la tête. Un vieil homme lui prit la main et dit « Que Dieu vous bénisse, mon fils ». Charles sentit un nœud dans sa gorge. Personne ne l'avait appelé « mon fils » depuis des décennies. Personne ne lui avait tenu la main avec une affection sincère. Personne ne le regardait comme une personne, seulement comme une entreprise, comme de l'argent, comme du pouvoir. Là, habillé comme n'importe qui, il n'était qu'un homme aidant un autre. Et c'était libérateur d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Quand il eut terminé ses livraisons, il vit Léa au loin. Elle faisait aussi sa tournée, parlant aux gens, distribuant ce qu'elle avait réussi à acheter. Il se cacha derrière un poteau, observant. La fillette s'approcha d'une jeune femme qui portait un bébé. Léa lui tendit une boîte de lait en poudre et des couches. La femme se mit à pleurer et tenta de la serrer dans ses bras, mais Léa s'écarta doucement, en souriant. « C'est de la part de l'homme au costume, dit-elle. Il m'a demandé de vous le donner. » La femme regarda autour d'elle comme si elle s'attendait à voir quelqu'un. « Qui est-il? Où est-il » Léa sourit. « Il n'aime pas se montrer, mais il est toujours là, à veiller. » Charles, caché à quelques mètres de là, sentit sa poitrine se serrer. Elle avait raison. Il était toujours là maintenant, même si elle ne le savait pas. Quand Léa s'éloigna, Charles la suivit discrètement en gardant ses distances. Il voulait s'assurer qu'elle arrive en sécurité là où elle allait dormir. Et en marchant dans les rues sombres de Paris, protégeant sans être vu une fillette qui l'avait transformée sans le savoir, Charles comprit quelque chose de fondamental. Il n'avait jamais été l'homme au costume. Il était juste quelqu'un qui essayait de devenir digne du mythe qu'elle avait créé. Léa arriva sous le porche où elle dormait, un espace étroit mais relativement protégé. Elle s'enroula dans une couverture fine et ferma les yeux. Charles resta à observer de loin jusqu'à être sûr qu'elle était en sécurité. Puis il rentra chez lui, marchant pendant des heures à travers la ville endormie, pensant à tout ce qu'il devait changer, à tout ce qui avait déjà changé. Quand il arriva à son penthouse, il était plus de 3 heures du matin. Il prit une longue douche, laissant l'eau chaude laver la saleté des rues et symboliquement la saleté de sa vie antérieure. Il s'allongea dans son immense lit, regardant le plafond, et pour la première fois depuis des années, il dormit sans le poids de la fausseté qui lui écrasait la poitrine. Le lendemain, Vincent reçut un paquet de Sylvie. L'intérieur se trouvait des copies de rapports récents que Charles avait commandés. Des études sur la population sans-abri à Paris, des analyses de programmes sociaux efficaces dans d'autres villes, des propositions d'actions directes à faible coût et à fort impact. Vincent lut tout avec une attention croissante. Ce n'était pas du théâtre, ce n'était pas une campagne de marketing, c'était une recherche authentique, détaillée, avec des annotations manuscrites de Charles dans les marges, des questions, des réflexions, des autocritiques sévères sur les erreurs de la Fondation. Il ferma le dernier document et resta à regarder le mur de son petit appartement. Tout son récit sur son père était en train de s'effondrer. Il avait préparé un article dévastateur sur la corruption et l'hypocrisie. Mais et si l'histoire réelle était plus complexe? Et si elle parlait de rédemption? Il prit son téléphone et appela Mathieu. « J'ai besoin de plus de temps avant de publier. » Mathieu soupira à l'autre bout. « Vinny, ça fait des mois que tu es là-dessus. C'est quoi le problème maintenant? » Le problème, c'est que je ne sais plus quelle est la vérité. Et alors, pour la première fois depuis qu'il avait commencé son enquête, Vincent Beaumont envisagea la possibilité qu'il ne connaissait peut-être pas son père aussi bien qu'il le pensait. Et au centre de tout, sans savoir quel était le catalyseur de changements profonds dans 2 vies puissantes, Léa Dubois continuait sa mission silencieuse, croyant en un symbole qu'elle avait elle-même créé, sans imaginer que le symbole tentait maintenant désespérément de devenir réel. Les semaines qui suivirent furent celles d'une transformation silencieuse. Charles Beaumont n'annonça pas publiquement ses changements personnels, ne donna pas d'interviews émouvantes sur une prise de conscience. Il commença simplement à vivre différemment. Et cette différence, subtile mais constante, commença à se répercuter de manière qu'il n'avait même pas prévue. La restructuration de la Fondation Beaumont
avançait avec la résistance attendue. Les anciens conseillers licenciés répandèrent des rumeurs dans l'élite parisienne. Ils disaient que Charles faisait une dépression nerveuse, qu'il avait perdu le contrôle, que ce ne serait qu'une question de temps avant que son empire financier ne s'effondre également sous ses décisions erratiques. Mais Charles ne flanchait pas. Il engagea de nouveaux coordinateurs, des gens issus des communautés mêmes que la Fondation prétendait servir. Des personnes qui connaissaient le besoin non pas comme un concept abstrait, mais comme une expérience vécue. Il mit en place un système de reddition de comptes publics où chaque centime donné pouvait être suivi en ligne. Et il réduisit de moitié son propre salaire symbolique de la Fondation, réorientant la différence vers des actions directes. Les résultats commencèrent à apparaître, petits mais réels. Des familles recevant des colis alimentaires qui leur parvenaient vraiment. Des enfants obtenant des places dans des crèches financées par la Fondation sans avoir à payer de pots de vin à des intermédiaires. Des personnes âgées sans abri orientées vers des hébergements dignes. Et tout cela pendant que Charles maintenait sa surveillance, discrète sur Léa. La fillette continuait sa routine implacable. Elle se levait tôt, même sans réveil, le corps déjà habitué au rythme du soleil. Elle se lavait dans les toilettes publiques, toujours avec soin pour maintenir son hygiène même dans des conditions difficiles. Elle passait ses matinées dans les bibliothèques, étudiant grâce à Internet gratuit, apprenant des choses qu'aucune école formelle ne lui avait enseignées. Ses actions prenaient de l'ampleur. Le réseau qu'elle avait créé, initialement composé de quelques enfants et adultes proches, comptait désormais des dizaines de personnes. Des bénévoles spontanés qui s'inspiraient de l'idée de l'homme au costume et voulaient reproduire cette bonté. Certains laissaient des dons à des points spécifiques. D'autres offraient leurs compétences. Un ancien coiffeur qui coupait les cheveux gratuitement pour ceux qui vivaient dans la rue, une couturière à la retraite qui réparait les vêtements, un professeur au chômage qui donnait des cours informels de français et de mathématiques aux enfants sans abri. Léa coordonnait tout avec une sagesse qui défiait son âge. Elle comprenait les gens. Elle savait qui était digne de confiance et qui ne l'était pas. Elle identifiait les besoins avant même qu'ils ne soient verbalisés. Elle avait créé, sans aucun cours de gestion, sans aucun mentor formel, une organisation horizontale plus efficace que de nombreuses ONG structurées. Et elle faisait tout au nom d'un mythe. L'homme au costume qu'elle avait inventé continuait de grandir, prenant ses propres contours dans l'imaginaire collectif. Certaines personnes disaient l'avoir vu, d'autres juraient qu'il était un homme d'affaires repenti. D'autres pensaient que c'était un politicien essayant de se racheter une conscience. Personne ne connaissait la vérité, sauf Charles. Et lui, paradoxalement, était en train de devenir le mensonge que Léa avait créé. Chaque nuit où il sortait déguisé pour aider personnellement, chaque décision qu'il prenait en privilégiant l'impact réel sur le profit, chaque fois qu'il choisissait d'écouter au lieu de commander. Robert, son chef de la sécurité, commença à s'interroger sur la viabilité de cette situation. « Monsieur, dit-il un après-midi, lors d'un des rapports quotidiens sur Léa, cela ne peut pas continuer indéfiniment. La fillette attire l'attention. Des gens sur les réseaux sociaux parlent de l'homme au costume. Tôt ou tard, quelqu'un voudra savoir qui il est vraiment. » Charles était à la fenêtre de son bureau regardant la ville. « Et que suggérez-vous ? Que vous preniez vos distances, que vous la laissiez suivre son propre chemin. Vous avez déjà fait des changements dans la Fondation. Vous avez réorienté les fonds. C'est déjà plus que ce que la plupart des gens feraient. » Charles se tourna pour lui faire face. « Vous pensez que c'est de ça qu'il s'agit? Que je me sente bien dans ma peau ?» Robert hésita. « Honnêtement, monsieur, je ne sais plus de quoi il s'agit. Je sais juste que vous vous impliquez émotionnellement dans une situation qui pourrait exploser de manière imprévisible. » Charles s'assit, le poids de décennies de contrôle absolu semblant enfin l'écraser. « Vous avez raison. Ça pourrait exploser, ça va probablement exploser. Mais pour la première fois de ma vie, Robert, je fais quelque chose qui compte. Quelque chose qui n'est pas une question d'argent, de pouvoir ou de statut, et je n'arrêterai pas. » Robert acquiesça, sans être d'accord ni en désaccord. « Compris, monsieur. Je continuerai les rapports. » Quand il fut seul, Charles ouvrit un fichier sur son ordinateur. C'était un document qu'il écrivait depuis des jours, une lettre. Il ne savait pas s'il aurait un jour le courage de la lui donner, mais écrire l'aidait à organiser le chaos qu'était devenu son esprit. Léa commençait la lettre. « Tu ne me connais pas.
Tu ne connais pas mon nom ni mon histoire, mais moi, je te connais. Je connais ton courage, ta bonté, ta force absurde face à un monde qui t'a si peu donné. Tu as créé un symbole sans savoir que ce symbole me sauverait de devenir un homme si vide que je ne me reconnaîtrais même plus dans le miroir. L'homme au costume existe parce que tu as cru en lui. Et maintenant, j'essaie, désespérément, de devenir digne de cette croyance. Il arrêta d'écrire, les doigts paralysés sur le clavier. Non, cela semblait trop grandiloquent. Léa n'avait pas besoin de porter le poids d'avoir sauvé qui que ce soit. Elle n'était qu'une enfant, essayant de survivre et se faisant d'être bonne. Il n'était pas juste de mettre sur ses frêles épaules la responsabilité de la rédemption d'un milliardaire. Il supprima le fichier. Si un jour il devait lui dire quelque chose, il le dirait en personne, sans lettres dramatiques, juste la vérité. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Vincent Beaumont était face à un profond dilemme. Son article d'investigation était prêt. Des mois de travail, des dizaines de sources, des documents irréfutables. Mais maintenant, avec les changements récents que Sylvie avait rapportés et les documents qui prouvaient un véritable changement de posture de la part de Charles, Vincent ne savait plus quoi faire. Publier l'article serait toujours dévastateur. Les détournements passés étaient documentés. La corruption structurelle de la Fondation était réelle. Mais omettre le contexte que Charles corrigeait activement ses erreurs serait journalistiquement malhonnête. Il organisa une réunion avec Mathieu à la rédaction du portail d'information où il travaillait. La salle était vide, juste eux deux et le bruit des vieux climatiseurs. « J'ai besoin d'un conseil », commença Vincent, « et j'ai besoin que tu sois honnête, même si ça fait mal. » Mathieu croisa les bras, l'expression sérieuse. « Vas-y. » Mon article sur la Fondation Beaumont expose une corruption réelle, des détournements confirmés. Mais j'ai découvert que mon père a commencé à faire des changements profonds exactement au moment où je finalisais l'enquête. Je ne sais pas s'il a découvert que j'enquêtais et qu'il essaie de se protéger ou si c'est quelque chose d'authentique. « Et quelle est ton intuition ?» demanda Mathieu. Vincent se passa la main dans les cheveux, frustré. « Je ne sais pas. Je veux croire que c'est juste de l'autoprotection. Ce serait plus simple. Mais les documents que ma source a apportés montrent un niveau d'autocritique et de changement qui ne semble pas être de la comédie. »« Alors tu as deux options, » dit Mathieu. « Tu publies l'article en te concentrant sur le passé corrompu et tu mentionnes les changements récents comme une tentative de gestion de crise. Ou tu attends encore un peu, tu observes si les changements sont durables et ensuite tu décides. » Vincent savait que Mathieu avait raison, mais il y avait un troisième élément qu'il n'avait pas encore mentionné. Un élément personnel qui compliquait tout. « Il y a autre chose, dit-il. J'ai découvert que mon père enquête en détail sur les programmes pour la population sans-abri. Et il y a une fillette, une enfant sans-abri, qui apparaît de manière récurrente dans ses rapports. » Mathieu fronça les sourcils. « Comment ça, elle apparaît ?»« Je ne connais pas les détails. Je sais juste qu'il suit ses actions. Et ça ne correspond pas à l'homme que je pensais connaître. Tu penses qu'il utilise la fillette pour une campagne de marketing ?» Vincent secoua lentement la tête. « Non. Les rapports sont confidentiels, internes. Si c'était du marketing, ça aurait déjà fuité dans la presse. C'est autre chose. Alors va chercher, dit Mathieu. Découvre ce qui se passe avant de publier. Parce que si tu détruis ton père publiquement et que tu découvres ensuite qu'il essayait sincèrement de changer, tu ne te le pardonneras jamais. » Les mots frappèrent Vincent de plein fouet. Il avait passé des années à cultiver de la colère envers son père. Colère pour l'abandon émotionnel, pour la froideur, pour l'obsession de l'argent qui avait détruit toute possibilité de relation familiale authentique. Publier cet article serait une vengeance déguisée en journalisme d'investigation. Mais, et si ce n'était pas que ça? Et si c'était aussi une opportunité de comprendre enfin qui était vraiment Charles Beaumont? « Je vais enquêter davantage, décida-t-il. J'ai besoin de rencontrer cette fillette. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. » Mathieu acquiesça. « Et tu vas le faire en tant que journaliste ou en tant que fils ?» Vincent n'avait pas de réponse. Léa était assise sur un banc de parc, partageant un encas avec une fillette encore plus jeune qu'elle, une enfant d'environ 8 ans nommée Julie, qui vivait aussi dans la rue. Julie avait de grands yeux effrayés, comme si elle s'attendait à ce que le monde la blesse à tout moment. « Mange doucement, dit Léa gentiment. Ça te fera mal si tu manges trop vite. » Julie obéit,
mais ses yeux ne quittaient pas le pain. Elle avait le regard de quelqu'un qui ne savait pas quand serait son prochain repas. « Tu sais lire ?» demanda Léa. Julie secoua la tête. « J'ai arrêté d'aller à l'école il y a longtemps. »« Alors je vais t'apprendre. Tous les jours, on se retrouve ici et je t'apprends un peu. D'accord ?» Les yeux de Julie s'illuminèrent enfin. « Vraiment ? Vraiment ? Parce que quand tu sauras lire, tu pourras tout apprendre toute seule. Et alors plus personne ne pourra jamais te tromper. » C'était ce genre d'interaction qui définissait Léa. Elle ne distribuait pas seulement de la nourriture, elle distribuait de la dignité. Elle n'aidait pas seulement matériellement, elle aidait les gens à se voir comme plus que leurs circonstances. Une femme plus âgée, assise quelques bancs plus loin, observait la scène les larmes aux yeux. Elle s'approcha timidement. « Excusez-moi de m'immiscer, dit-elle, mais vous êtes la fillette de l'homme au costume. » Léa leva les yeux, surprise. « Je ne suis personne d'important. Je fais juste des livraisons pour lui. » La femme s'agenouilla, se mettant à la hauteur des yeux de Léa. « Vous avez sauvé mon petit-fils. C'est ce garçon là-bas qui joue sur le toboggan. Il était très malade, je n'avais pas d'argent pour les médicaments. Et tout d'un coup, vous êtes apparu avec les médicaments exacts dont il avait besoin. Comment saviez-vous » Léa se souvenait vaguement. Elle avait vu une femme désespérée demander de l'aide dans un dispensaire quelques semaines auparavant. Elle avait entendu le nom du médicament que le médecin avait prescrit. Elle l'avait acheté avec l'argent qu'elle avait réussi à obtenir et l'avait livré anonymement. « J'ai juste entendu et j'ai aidé, » dit-elle simplement. La femme prit la main de Léa avec force. « Vous êtes un ange. » Léa retira sa main gentiment, mais fermement. « Non. Je suis juste quelqu'un qui a été aidé une fois et qui essaie maintenant de rendre l'appareil. » Mais la femme s'éloignait déjà tenant son petit-fils par la main, regardant Léa comme si elle regardait quelque chose de sacré. Julie, mâchant encore son pain, demanda « C'est vrai qu'il existe, l'homme au costume ?» Léa sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Je crois que oui. Même si je ne l'ai jamais vu, j'y crois. » Et à ce moment-là, sans le savoir, elle avait raison. Car Charles Beaumont était là, de l'autre côté du parc, caché derrière un journal, déguisé avec des vêtements simples et des lunettes de soleil, observant, protégeant, apprenant. Il vit l'interaction avec Julie, il vit la femme remercier. Il vit Léa esquiver l'éloge comme si c'était quelque chose qui brûlait, et il comprit avec une clarté douloureuse quelle était exactement son opposé. Alors qu'il avait construit toute une vie à chercher la reconnaissance, elle la fuyait. Alors qu'il avait accumulé de faux mérites, elle distribuait de vrais mérites, et les attribuait à un fantôme. Quand Léa et Julie se levèrent pour partir, Charles les suivit de loin. Non pas pour intervenir, juste pour s'assurer qu'elles étaient en sécurité. Mais il n'était pas le seul à suivre Léa. Vincent Beaumont était là aussi, de l'autre côté du parc, observant la fillette qui apparaissait dans les rapports confidentiels de son père, essayant de comprendre le lien. Et quand il vit Léa aider Julie, quand il assista à la scène avec la femme reconnaissante, quand il entendit la fillette mentionner l'homme au costume, quelque chose se déclencha dans son esprit. Il avait entendu parler de cette légende urbaine, une histoire qui circulait dans les banlieues sur un bienfaiteur mystérieux. Il n'y avait jamais prêté attention, pensant que ce n'était qu'un autre mythe populaire. Mais maintenant, en voyant Léa en action, il comprit qu'il y avait quelque chose de réel là-dedans. Quelque chose que son père suivait de manière obsessionnelle. Vincent décida qu'il devait parler à la fillette, pas en tant que journaliste, pas en tant que fils de Charles, mais comme quelqu'un essayant de comprendre une vérité qui semblait lui échapper. Il s'approcha prudemment quand Léa fut seule, après le départ de Julie. Elle remarqua sa présence et le regarda avec cette attention caractéristique. Ses yeux étaient vifs, méfiants, mais pas hostiles. « Salut !» dit Vincent, essayant de paraître décontracté. « Je peux te parler une minute ?» Léa croisa les bras. « Tu n'as pas l'air d'un assistant social et tu n'as pas l'air d'un vendeur. Qu'est-ce que tu veux ?» Vincent faillit sourire. La fillette était directe. « Je veux comprendre l'histoire de l'homme au costume, le travail que tu fais. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que je pense que c'est important. Parce que je pense que tu fais quelque chose que beaucoup de gens devraient faire. » Léa l'étudia pendant quelques secondes. « Tu es journaliste, n'est-ce pas ? Tu veux faire un article. » Vincent hésita. Il était journaliste, mais ce n'était pas pour ça qu'il était là. Ou si.
Lui-même ne le savait plus. « Je ne veux pas t'exposer, dit-il honnêtement. Je veux juste comprendre. » Léa soupira. « Il n'y a rien à comprendre. On m'a aidé une fois. Maintenant, j'aide les autres. C'est aussi simple que ça. » Et l'homme au costume, qui est-il? Elle regarda l'horizon, la ville qui s'étendait au-delà du parc. « Je ne sais pas. Peut-être que c'est beaucoup de gens. Peut-être que c'est personne. Peut-être que c'est juste une idée. Mais tant que les gens croiront que quelqu'un se soucie d'eux, ils continueront d'essayer. » Vincent sentit sa poitrine se serrer. Cette fillette de 12 ans comprenait mieux l'espoir que tout ce qu'il avait appris en 28 ans de vie. « Je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, » proposa-t-il. Léa le regarda avec une surprise sincère. « Comment? Je ne sais pas. De l'argent, des contacts. J'ai accès à des ressources. » Elle secoua la tête. « L'argent sans but n'aide pas, et les contacts ne servent à rien si les gens ne comprennent pas ce qui doit être fait. Mais il y a une chose que tu peux faire. »« Quoi ? » ?»« Raconte la bonne histoire. Si tu es journaliste, raconte l'histoire de gens qui aident les autres, sans rien vouloir en retour. Ne te concentre pas sur le drame. Concentre-toi sur la solution. Les gens ont besoin d'exemples, pas de plus de tragédies. » Vincent resta silencieux. Cet enfant lui donnait une leçon de journalisme plus précieuse que 4 ans d'université. « J'y penserai, » promit-il. Léa acquiesça et commença à s'éloigner. Vincent resta immobile, digérant tout. Charles, observant toujours de loin, vit l'interaction entre son fils et la fillette qui l'avait transformé. Il vit Vincent immobile, pensif. Il vit Léa disparaître dans la foule. Et à ce moment-là, père et fils se trouvaient à quelques mètres l'un de l'autre, tous deux transformés par la même enfant, mais ignorant la présence de l'autre. La ville continuait son rythme frénétique, des millions de vies se croisant sans se toucher. Mais là, dans ce parc, 3 âmes s'étaient connectées de manière qu'elles ne comprenaient pas encore complètement. Et l'histoire, silencieuse mais inexorable, se dirigeait vers un point de convergence qui les changerait tous pour toujours. Le changement de dynamique commença de manière subtile, presque imperceptible. Vincent ne pouvait cesser de penser à Léa après cette rencontre au parc, la façon dont elle avait parlé, la clarté dans ses yeux, la sagesse qui défiait toute logique d'âge. Il rentra chez lui et, pour la première fois depuis des mois, n'ouvrit pas le fichier de son article d'investigation sur la Fondation Beaumont. À la place, il commença à faire des recherches sur Léa. Non pas de manière intrusive, en fouillant sa vie privée, mais en essayant de comprendre le phénomène qu'elle avait créé, la légende de l'homme au costume, les réseaux spontanés d'aide qui s'étaient formés autour de cette idée, les personnes qui avaient été touchées par des actions qui semblaient petites, mais étaient immenses en signification. Il interrogea des gens dans les banlieues. Il discuta avec des sans-abri qui connaissaient Léa. Il parla avec des bénévoles qui avaient rejoint le réseau sans jamais avoir vu le prétendu bienfaiteur. Et plus il enquêtait, plus il réalisait qu'il y avait quelque chose d'authentique là-dedans. Quelque chose que sa vision cynique de journaliste d'investigation ne parvenait pas à démonter comme une imposture. Un après-midi, Vincent se trouvait dans un petit centre social de la banlieue Est, discutant avec Madame Rose, une dame d'environ 70 ans qui coordonnait des distributions de soupe les week-ends. Elle mentionna nonchalamment que l'idée d'étendre les distributions lui était venue après avoir découvert le travail de la fillette de l'homme au costume. « Cette petite, dit Madame Rose en remuant l'énorme marmite de soupe, m'a rappelé ma jeunesse, quand on aidait parce que c'était la bonne chose à faire, pas parce qu'on allait y gagner quelque chose. Elle ne demande rien. Elle ne veut pas de photos. Elle ne veut pas de reconnaissance. Elle agit, c'est tout. » Vincent notait tout sur son carnet. « Et vous avez déjà rencontré cet homme au costume qu'elle mentionne ?» Madame Rose rit, un rire fatigué mais chaleureux. « Mon fils, je pense que quiconque aide quelqu'un sans rien vouloir en retour est l'homme au costume. Ce n'est pas une personne, c'est une attitude. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Vincent. Ce n'est pas une personne, c'est une attitude. Et il commença à se demander si son père, d'une manière ou d'une autre, essayait de devenir cette attitude. Pendant ce temps, Charles menait ses propres batailles. La restructuration de la Fondation Beaumont provoquait des vagues de plus en plus grandes. Les anciens conseillers licenciés
commencèrent à organiser une offensive. Ils menaçaient de poursuites judiciaires, ils répandaient des rumeurs dans les cercles d'affaires, ils tentaient de saper la crédibilité de Charles en tant que gestionnaire. Lors d'une réunion tendue avec ses avocats, l'un d'eux, un homme nommé Maître Tullio avec des décennies d'expérience, exposa la situation crûment. « Monsieur Beaumont, vous comprenez que vous êtes en guerre avec des gens très puissants. Richard Fournier a des relations politiques profondes. Patricia Morin est mariée à un juge de la cour d'appel. Ils peuvent faire de votre vie un enfer juridique. » Charles était assis derrière son bureau, les mains calmement croisées. « Et que suggérez-vous, Maître Tullio ? » De négocier, de leur offrir une sortie honorable, une indemnité généreuse en échange de leur silence. C'est moins cher que des années de procès. Charles secoua la tête. Non, pas d'accord. Ils ont détourné de l'argent qui aurait dû aider des personnes vulnérables, de l'argent provenant de dons publics. S'ils veulent me poursuivre, qu'ils le fassent. Je mettrai tout sur la table. Les avocats se regardèrent, inquiets. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous prenez des décisions émotionnelles. Ce n'est pas stratégique. Pour la première fois depuis des décennies, répondit Charles, je prends des décisions morales, et je ne reculerai pas. Quand les avocats sortirent, visiblement mal à l'aise, Robert entra dans le bureau. Il apportait un rapport différent de l'habituel. « Monsieur, nous devons parler de Léa. » Charles sentit une oppression immédiate dans sa poitrine. « Il s'est passé quelque chose. Pas exactement, mais elle est observée, pas seulement par nous. Nous avons identifié au moins 2 autres personnes qui semblent suivre ses mouvements. » Qui ? L'une est une assistante sociale nommée Florence. D'après ce que nous avons pu vérifier, elle travaille pour la mairie et essaie d'identifier les enfants sans abri pour un placement obligatoire en foyer. Et l'autre ? Robert hésita. L'autre est votre fils. Vincent a suivi la fillette. Il lui a parlé plusieurs fois. Il semble enquêter sur le phénomène de l'homme au costume. Charles resta immobile. Vincent. Son fils enquêtait sur le même phénomène qu'il protégeait secrètement. L'ironie était cruelle. Sait-il qu'il y a un lien avec moi ? Apparemment non. D'après les rapports, il aborde cela comme une histoire d'intérêt humain. Mais c'est Vincent. S'il décide de creuser assez profondément, il trouvera les virements, les systèmes que vous avez modifiés, tout. Charles se passa une main sur le visage fatigué. Et l'assistante sociale ? Représente-t-elle un danger pour Léa ? Elle pourrait. Si elle parvient à prouver que Léa est en situation de vulnérabilité extrême, elle a le pouvoir légal de la retirer de la rue de force. Non, dit Charles immédiatement, cela ne peut pas arriver. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour la fillette. Elle a besoin d'une structure, d'une éducation formelle, d'un suivi psychologique. Elle a déjà essayé et a refusé, répondit Charles, et je respecterai son choix. Surveillez l'assistante sociale. Si elle s'approche trop, trouvez un moyen légal de retarder le processus. Paperasse, bureaucratie, tout ce qu'il faudra. Robert acquiesça, mais son expression était de plus en plus préoccupée. Et pour Vincent ? Laissez-le enquêter. S'il découvre la vérité, ce sera peut-être le bon moment. Robert sortit, laissant Charles seul avec des pensées qui semblaient trop lourdes pour être contenues dans un seul corps. Son fils qui enquêtait, une assistante sociale qui menaçait, d'anciens conseillers qui préparèrent leur vengeance, et au centre de tout, une fillette qui ne savait rien, suivant simplement sa mission silencieuse de bonté. Léa, pendant ce temps, commençait à remarquer des changements autour d'elle. Les virements bancaires qu'elle parvenait à faire devenaient plus faciles, comme si des barrières invisibles avaient été levées. Des dons apparaissaient à des points stratégiques plus fréquemment. Et il y avait une sensation étrange, difficile à nommer, que quelqu'un s'occupait des détails qu'elle ne pouvait pas gérer. Elle en parla à M. Jean, un homme d'une 60aine d'années qui vivait dans la rue depuis des décennies et était devenu une sorte de figure paternelle pour elle. « Il se passe quelque chose de bizarre, » dit Léa en partageant un sandwich sous un porche. « Les choses deviennent plus faciles. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si quelqu'un ouvrait des portes. » Monsieur Jean, avec des yeux expérimentés qui avaient beaucoup vu de la vie, sourit. « Peut-être que l'homme au costume est vraiment réel, peut-être qu'il fait plus que ce que tu imagines. »« Mais c'est moi qui l'ai inventé, » protesta Léa. « J'ai créé cette histoire pour donner de l'espoir aux gens.
Et si tu ne l'avais pas inventé? Et si tu avais juste découvert quelque chose qui existait déjà? Léa resta silencieuse, en train de digérer. L'idée que l'homme au costume puisse exister pour de vrai était à la fois réconfortante et effrayante. Réconfortante parce que cela signifiait qu'elle n'était pas seule dans sa mission. Effrayante parce que cela signifiait que quelqu'un observait, était impliqué, et elle ne savait ni qui ni pourquoi. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Léa eut peur. Pas la peur de la violence urbaine, pas la peur de la faim ou du froid, mais la peur que son petit réseau de bonté soit connecté à quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait contrôler. Vincent, déterminé à comprendre toute l'histoire, décida de faire quelque chose de risqué. Il invita son père à déjeuner, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis au moins 2 ans. Charles accepta l'invitation avec une surprise prudente, sans demander la raison. Ils se retrouvèrent dans un restaurant discret, loin des endroits où Charles avait l'habitude de faire ses réunions d'affaires. Un endroit simple, avec une cuisine familiale, où personne ne les reconnaîtrait immédiatement. La conversation commença de manière tendue, formelle. Des questions polies sur le travail, des réponses monosyllabiques, jusqu'à ce que Vincent décide d'aller droit au but. « Papa, tu connais une fillette nommée Léa Dubois. » Charles faillit laisser tomber sa fourchette. Il se reprit rapidement, mais Vincent remarqua la réaction. « Pourquoi cette question ? Parce que j'enquête sur un phénomène social intéressant, un réseau d'aide spontanée qui s'est formé dans les banlieues. Et cette fillette est au centre de tout. Et j'ai découvert que tu as récemment manifesté un intérêt pour les programmes destinés aux sans-abri. » Charles but une gorgée d'eau, gagnant du temps. « C'est vrai. La Fondation Beaumont réoriente ses efforts vers des actions plus directes et efficaces. Mais ce n'est pas que ça, insista Vincent. Tu fais des recherches spécifiques sur les enfants sans abri, sur les réseaux de soutien communautaire, et tout cela a commencé récemment. Pourquoi ? » Charles regarda son fils, le regarda vraiment, pour la première fois depuis des années. Il vit un homme sérieux, engagé, en quête de vérité. Il vit quelqu'un qui n'était plus le garçon qu'il avait négligé au nom de la construction d'un empire. « J'ai découvert que je faisais tout de travers, » dit Charles, sa voix basse mais ferme. La fondation était une imposture. J'étais une imposture. Et cette fillette, sans le savoir, m'a montré le bon chemin. Vincent resta silencieux, en train de digérer. « Tu la connais ? » ?»« Pas personnellement, mais j'observe son travail. Et j'apprends. »« C'est toi, l'homme au costume ?» La question resta en suspens entre eux. Charles aurait pu nier, il aurait pu esquiver. Mais en regardant Vincent, en voyant la même quête de vérité qu'il ressentait lui-même, il choisit l'honnêteté. « Non. C'est elle qui a créé ce symbole sans le savoir. Mais j'essaie de m'en rendre digne. J'essaie d'être l'homme qu'elle a imaginé. » Vincent sentit quelque chose se briser en lui, toute la colère accumulée, toute la certitude de connaître son père, tout le récit qu'il avait construit sur Charles Beaumont n'étant qu'un milliardaire sans âme. Tout s'effondrait devant cette confession brute. « Pourquoi ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette fillette et pas moi, pas ta famille ?» Charles ferma les yeux, la douleur ancienne trouvant enfin des mots. « Parce qu'elle n'avait rien à gagner avec moi, parce que sa bonté était pure, parce qu'elle m'a rappelé qui j'étais avant de me perdre dans l'argent et le pouvoir, et parce que mon fils, j'ai échoué avec toi d'une manière que je ne pourrai jamais réparer. Mais peut-être, juste peut-être, que je peux être meilleur à partir de maintenant. »« Papa, » dit Vincent, les larmes commençant à se former, « j'ai passé des mois à enquêter sur toi, à préparer un article qui détruirait ta réputation, prouvant que la Fondation Beaumont était corrompue. »« Je sais, » répondit Charles, « je sais que tu enquêtais, et tu avais raison, tout ce que tu as découvert est vrai. La Fondation était corrompue, j'ai permis qu'elle le soit, et si tu décides de publier, je ne t'en empêcherai pas. » Vincent secoua la tête. « Je ne veux plus te détruire, je veux te comprendre. »« Alors aide-moi, » demanda Charles, sa voix chargée d'une fatigue qui allait au-delà du physique. « Aide-moi à protéger cette fillette, aide-moi à faire ça bien. » Pour la première fois depuis des décennies, père et fils communiquaient vraiment, non pas par des formalités vides, mais par une vulnérabilité sincère. « De quoi a-t-elle besoin ?» demanda Vincent. « D'une protection sans contrôle, » répondit Charles. «
Elle refuse d'être placée en foyer parce qu'elle dit qu'elle ne peut alors plus aider les autres. Elle a besoin d'un moyen de continuer sa mission, mais avec une sécurité minimale, une éducation accessible, des papiers en règle, mais sans lui enlever son autonomie. Et l'assistante sociale qui essaie de la retirer? Vincent fronça les sourcils. Quelle assistante sociale? Charles réalisa qu'il avait révélé une information que Vincent n'avait pas. Il y a une assistante sociale de la mairie nommée Florence qui enquête sur Léa pour un éventuel placement obligatoire. Vincent réfléchit rapidement. Je peux aider avec ça. J'ai des contacts à la mairie. Je peux découvrir ses plans et trouver des alternatives légales. Charles acquiesça, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps envers son fils. De la gratitude. Le déjeuner se termina par un accord tacite. Ils travailleraient ensemble pour protéger Léa. Ils ne lui révéleraient pas qui ils étaient, ni ce qu'ils faisaient. Ils s'assureraient simplement qu'elle puisse continuer sa mission sans entrave. Quand ils se séparèrent sur le trottoir, Charles fit quelque chose d'inattendu. Il serra son fils dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte formelle. C'était une étreinte désespérée, de quelqu'un qui savait avoir perdu des années précieuses et tentait de récupérer des secondes. Vincent répondit à l'étreinte, surpris, sentant le corps de son père trembler légèrement. « Je suis désolé, » murmura Charles, « pour tout ce que je n'ai pas été. »« Nous essayons d'être meilleurs maintenant, » répondit Vincent. « C'est ce qui compte. » Pendant que père et fils entamaient une réconciliation improbable, Léa faisait face à sa propre crise. L'assistante sociale, Florence, avait finalement réussi à la localiser. Elle l'aborda un matin accompagnée de 2 agents de la mairie. « Léa Dubois ?» demanda Florence, sa voix professionnelle mais pas froide. Léa regarda les 3 adultes, le corps tendu, prête à courir. « C'est moi. Je dois vous parler de votre situation. Vous êtes mineur et vous vivez dans la rue sans responsable légal. J'ai l'obligation de vous orienter vers un foyer. »« Je n'irai pas, » dit Léa fermement. « J'ai déjà refusé. »« Ce n'est pas un choix, Léa. C'est pour votre protection. »« Protection de quoi ?» répondit la fillette, la voix s'élevant. « Je vais bien, j'étudie. Je prends soin de moi, j'aide d'autres personnes. Qu'allez-vous faire de mieux que ça ?» Florence soupira. Elle avait déjà traité des dizaines de cas comme celui-ci, des enfants résistants. Mais il y avait quelque chose de différent chez Léa, quelque chose qui ne correspondait pas au schéma de vulnérabilité extrême qui justifierait un retrait forcé. « Tu étudies? Comment? » ?»« Bibliothèque, Internet gratuit, vidéos de cours, livres donnés. »« Et tu manges? Où dors-tu? » ?»« Je mange grâce à l'aide et à ce que je peux acheter. Je dors dans des endroits sûrs. Je ne me drogue pas. Je ne suis pas impliqué dans des crimes. Je ne fais que le bien. » Florence regarda la fillette, la regarda vraiment. Elle vit des vêtements propres, bien que vieux. Elle vit une hygiène, bien que basique. Elle vit des yeux vifs, intelligents, sans le vide de quelqu'un qui a abandonné. « Je dois vérifier vos conditions, » dit Florence. « Je vais vous suivre pendant quelques jours. Si vous allez vraiment bien, nous pourrons discuter d'alternatives qui n'impliquent pas un foyer. » Léa évalua la proposition. Ce n'était pas idéal, mais c'était mieux que d'être emmenée de force. « D'accord, » accepta-t-elle, « mais je n'arrêterai pas d'aider les gens. »« Je ne vous demande pas ça, » répondit Florence. Les jours suivants, Florence suivit Léa discrètement. Et ce qu'elle vit la surprit profondément. La fillette maintenait une routine structurée. Elle se levait tôt, se lavait, étudiait, aidait d'autres personnes, coordonnait un réseau de bénévoles. Le tout avec une maturité impressionnante. Florence commença à tout documenter, non pas pour la retirer, mais pour trouver une solution qui respecterait l'autonomie de Léa, tout en garantissant une protection légale. Et c'est ainsi que Charles, Vincent, Florence et Léa commencèrent à orbiter les uns autour des autres, chacun avec ses motivations, chacun transformé par l'existence de la fillette, sans savoir qu'ils étaient tous connectés dans une toile complexe de rédemption, de protection et d'espoir. La ville de Paris continuait son rythme implacable, mais dans ses ruelles, sous ses porches, sur ses places, quelque chose était en train de changer, silencieusement, puissamment et irréversiblement. La convergence se produisit d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Florence, l'assistante sociale, après des semaines à suivre Léa, prit une décision inhabituelle. Elle organisa une réunion au centre social du quartier.
invitant tous les acteurs du réseau de soutien que la fillette avait créé. Elle voulait proposer une solution alternative au foyer traditionnel. Ce que Florence ne savait pas, c'est qu'en faisant cela, elle était sur le point de réunir des personnes qui orbitaient autour de Léa sans connaître les liens invisibles qui les unissaient. Charles reçut l'invitation par l'intermédiaire de Robert. La Fondation Beaumont était citée comme un soutien potentiel au projet alternatif que Florence proposait. Il décida de s'y rendre en personne, chose qu'il n'aurait jamais faite par le passé. Il voulait comprendre, il voulait être présent. Vincent reçut l'invitation en tant que journaliste. Florence pensait que l'histoire de Léa pourrait être un exemple puissant de la manière dont les enfants sans-abri pouvaient être soutenus sans être arrachés à leur réseau de protection communautaire. Il accepta, non pas en tant que journaliste d'investigation, mais comme quelqu'un sincèrement intéressé à aider. Et Léa, bien sûr, fut invitée en tant que personne centrale de toute cette discussion. La réunion était prévue pour un jeudi après-midi. Le centre social était simple, avec des chaises en plastique en cercle, de vieux ventilateurs luttant contre la chaleur de Paris, des murs écaillés avec des affiches de campagne sociale. Léa arriva la première, accompagnée de Monsieur Jean et de quelques autres membres du réseau qu'elle avait créé. Elle était nerveuse. Elle n'aimait pas être le centre de l'attention. Elle préférait travailler dans l'ombre, comme l'homme au costume qu'elle avait inventé. Florence arriva ensuite portant des dossiers et des documents. Elle salua Léa avec un sourire encourageant. « Tout va bien se passer, dit-elle. Fais-moi confiance. » Vincent entra peu après. Quand il vit Léa, il lui fit un signe de tête discret. Elle lui rendit un petit sourire. Ils s'étaient rencontrés plusieurs fois au cours des semaines précédentes, toujours des conversations brèves, toujours respectueuses. Et puis Charles entra. Léa ne le connaissait pas. Pour elle, ce n'était qu'un autre cadre en costume, probablement un représentant de la fondation que Florence avait mentionnée. Mais quand Vincent vit son père, ses yeux s'écarquillèrent. Il ne savait pas que Charles viendrait en personne. « Papa », dit-il à voix basse, surpris. Charles acquiesça, son expression maîtrisée. « Mon fils ». Léa perçut la dynamique. Elle les regarda l'un après l'autre. « Vous êtes père et fils ?» Vincent confirma. « Oui, mon père est le président de la Fondation Beaumont. » Léa fronça les sourcils. Elle n'avait jamais fait le lien. La Fondation Beaumont était l'organisation qui l'avait aidée des années auparavant, quand elle vivait encore avec sa mère, le don qui lui avait sauvé la vie à ce moment difficile. « C'est votre fondation qui m'a aidé une fois, dit-elle à Charles, sa voix prudente. Il y a quelques années, un colis alimentaire et un peu d'argent. Ce n'était pas beaucoup, mais ça a fait la différence. » Charles sentit sa poitrine se serrer. « Oui, » répondit-il, « c'était notre programme d'urgence. » Léa l'étudia un instant. « Alors vous êtes l'un des vrais hommes au costume. » La phrase, dite avec innocence mais chargée de sens, figea le temps pour Charles. Il voulait dire non, qu'il n'était pas digne de ce titre, qu'elle avait créé un mythe meilleur qu'il ne le serait jamais. Mais sous son regard attentif, il se contenta d'un léger hochement de tête. « J'essaie de l'être. » Florence, sentant la tension dans l'air, mais sans en comprendre entièrement l'origine, décida de commencer la réunion. Elle demanda à tout le monde de s'asseoir. « Merci d'être venu, » commença-t-elle. « Nous sommes ici pour discuter de la situation de Léa Dubois et, plus largement, des enfants et adolescents sans-abri qui, comme elle, montrent une capacité d'autogestion mais ont encore besoin d'un soutien institutionnel. » Elle expliqua sa proposition. Au lieu de placer Léa de force dans un foyer traditionnel, créer un programme pilote de tutelle communautaire. Léa aurait un tuteur légal bénévole, un accès à l'éducation formelle via une inscription assistée, des papiers en règle, mais conserverait son autonomie et pourrait continuer à vivre et à travailler au sein de la communauté. La proposition était révolutionnaire. Elle défiait tous les protocoles standards, mais Florence soutenait que les cas exceptionnels exigeaient des solutions exceptionnelles. « Et qui serait ce tuteur ?» demanda Monsieur Jean, protecteur. Florence regarda Léa. « Quelqu'un en qui elle a confiance, quelqu'un qui comprend sa mission et n'essaie pas de la changer, quelqu'un prêt à fournir un soutien légal sans imposer de contrôle. » Léa resta silencieuse. Elle ne connaissait personne qui corresponde parfaitement à cette description. Elle faisait confiance à Monsieur Jean, mais il vivait lui-même, dans la rue. Elle faisait confiance à Madame Sonia de la bibliothèque, mais la femme était déjà âgée et surchargée.
Je peux le faire, dit une voix. Tout le monde se tourna. C'était Vincent. Il continua, sa voix gagnant en conviction. Je peux être le tuteur légal. J'ai une stabilité financière, pas de casier judiciaire. Je travaille comme journaliste, donc j'ai des horaires flexibles. Et plus important encore, je crois au travail que fait Léa. Je n'essaierai pas de la changer. Léa le regarda surprise. « Mais vous me connaissez à peine. Je te connais assez, » répondit Vincent. « Assez pour savoir que tu es extraordinaire, et assez pour savoir que tu mérites une chance de continuer à être qui tu es, mais avec une protection légale. » Charles observait son fils avec un mélange de fierté et de surprise. Vincent faisait ce que lui, Charles, aurait aimé offrir, mais savait qu'il ne le pouvait pas. Il portait trop de poids, trop d'histoires corrompues. Mais Vincent était différent. Il était jeune, idéaliste, authentique. Florence semblait réfléchir. « C'est une possibilité. Nous aurons besoin d'une évaluation psychosociale, de documents, d'une approbation judiciaire. Mais c'est viable. » Léa regarda Vincent, puis Charles, essayant de comprendre toute la dynamique. Il y avait quelque chose qu'elle ne saisissait pas, une connexion invisible. « Pourquoi voulez-vous m'aider » demanda-t-elle directement. « Ce n'est pas juste de la bonté. Il y a autre chose. » Vincent et Charles se regardèrent. La vérité était là, prête à être révélée. Mais serait-il juste de lui imposer ce poids? Ce fut Charles qui parla le premier. « Parce que tu m'as sauvé, » dit-il simplement. Sans le savoir, sans le vouloir. « Mais tu m'as sauvé. » Léa fronça les sourcils. « Comment ?» Charles prit une profonde inspiration. « J'ai passé ma vie à construire une fortune et à perdre mon humanité. Je suis devenu quelqu'un que je mépriserais si je le rencontrais. Et puis j'ai découvert ce que tu faisais. J'ai découvert qu'une fillette de 12 ans, sans rien, était plus généreuse, plus efficace, plus humaine que moi avec toutes mes ressources. Et ça m'a brisé. Ça m'a forcé à me regarder dans le miroir et à ne pas aimer ce que j'y voyais. Vous m'espionniez ? La voix de Léa avait une note de blessure. Je t'observais, corrigea Charles. Et j'apprenais. J'ai changé la fondation Beaumont à cause de toi. J'ai renvoyé des gens corrompus. J'ai réorienté les fonds. J'ai commencé à sortir dans les rues personnellement pour comprendre ce que tu savais déjà. Tu as été mon professeur, sans le savoir. Et moi, ajouta Vincent, j'étais prêt à détruire mon père publiquement. J'avais un article d'investigation prêt à prouver que la fondation Beaumont était corrompue. Mais ensuite, je t'ai rencontré. Et j'ai compris que l'histoire était plus compliquée, que les gens peuvent changer, que la rédemption est possible. Léa digérait tout cela, son esprit vif reliant les points. « L'homme au costume, c'était vous, dit-elle. « Non, pas comme une question, mais comme une constatation. »« Non, répondit Charles. L'homme au costume, c'est toi qui as créé ce symbole. Nous avons seulement essayé de nous en rendre dignes. » Léa sentit les larmes commencer à se former. Elle ne pleurait pas souvent. Elle avait appris très tôt que pleurer dans la rue était un luxe dangereux. Mais maintenant, entourée de personnes qui, d'une manière étrange et complexe, se souciaient d'elle, les barrières cédèrent. « Je voulais juste rendre l'aide que j'avais reçue, » dit-elle, la voix brisée. « Je ne voulais changer personne. Je ne voulais pas être importante. » « Tu es importante précisément parce que tu ne veux pas l'être, » dit Florence gentiment, « et c'est pour ça que tu mérites d'être protégée. » La réunion se poursuivit, maintenant avec la contribution de tous. Monsieur Jean et d'autres membres de la communauté offrirent un soutien pratique. Madame Sonia de la bibliothèque s'engagea à aider Léa dans ses études. La Fondation Beaumont, par l'intermédiaire de Charles, offrit des ressources pour légaliser la tutelle et fournir un soutien financier de base, mais sans contrôle sur la manière dont Léa l'utiliserait. Peu à peu, un réseau de protection se tissa. Non pas qu'un réseau qui emprisonnerait Léa, mais un qui la soutiendrait pendant qu'elle poursuivrait sa mission. Quand la réunion se termina, la nuit était tombée. Les gens partirent peu à peu, ne laissant que Charles, Vincent et Léa dans le centre social. « Je peux vous poser une question ?» dit Léa en regardant Charles. « Bien sûr. Avez-vous vraiment changé ? Ou faites-vous cela pour vous sentir mieux avec vous-même » La question était directe, presque cruelle dans son honnêteté. Mais Charles ne se déroba pas. « Je ne sais pas, admit-il.
Peut-être les deux. Peut-être que changer sincèrement et chercher la rédemption sont inséparables. Mais je peux te garantir une chose, je ne redeviendrai pas celui que j'étais. Je n'en suis plus capable. Léa acquiesça, acceptant la réponse. « Et vous » demanda-t-elle à Vincent. « Allez-vous publier l'article sur votre père » Vincent réfléchit attentivement. « Je publierai un article, mais pas sur la corruption, sur la transformation, sur la façon dont les personnes et les institutions peuvent changer lorsqu'elles sont confrontées à la vérité. Si mon père le permet. » Charles acquiesça. « Je le permets. Raconte toute la vérité, la bonne et la mauvaise. » Léa regarda les deux hommes, père et fils, tous deux transformés de manière qu'elle comprenait à peine, et elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, une famille, pas au sens biologique, mais au sens d'appartenance. « Je peux continuer à aider les gens ?» demanda-t-elle, ayant besoin de cette confirmation. « Non seulement tu peux, mais tu dois, » répondit Vincent. « Sauf que maintenant, tu auras du soutien, tu ne seras pas seul. » « Je n'ai jamais été complètement seul, » dit Léa, un petit sourire apparaissant. « J'ai toujours eu l'homme au costume, même quand ce n'était qu'une idée. » Charles sentit un nœud dans sa gorge. Cette fillette, avec toute sa sagesse précoce, comprenait quelque chose de fondamental. Parfois, l'espoir précède la réalité. Parfois, nous croyons en quelque chose jusqu'à ce que cela devienne vrai. Les mois qui suivirent, des changements profonds eurent lieu. Vincent officialisa la tutelle de Léa. Un processus bureaucratique, mais nécessaire. Elle obtint des papiers en règle, un accès à une école publique de qualité, un petit appartement simple que Vincent loua, mais elle conserva la liberté de passer du temps dans la rue pour aider ceux qui en avaient besoin. Le réseau de soutien qu'elle avait créé non seulement se maintint, mais s'étendit. Avec des ressources minimales fournies par la Fondation Beaumont réformée et une meilleure coordination, ils parvinrent à aider des centaines de personnes. Le modèle de tutelle communautaire que Florence avait proposé devint un projet pilote de la mairie. Charles renonça à son poste de direction à la Fondation, ne conservant qu'un rôle consultatif. Il consacra plus de temps à être présent, littéralement, dans les rues et les communautés. Il se réconcilia lentement avec Vincent, une réconciliation construite non pas sur des excuses vides, mais sur des actions partagées. Et Vincent publia son article. Mais ce ne fut pas l'article de dénonciation qu'il avait prévu. Ce fut une série d'investigations sur la manière dont les structures corrompues peuvent être transformées lorsqu'il y a une volonté sincère. Sur la façon dont une enfant sans abri a inspiré des changements dans un empire financier. Sur la façon dont les symboles créés par l'espoir peuvent devenir réels. L'article devint viral, non pas parce qu'il était scandaleux, mais parce qu'il était vrai. Et la vérité, lorsqu'elle est racontée avec honnêteté, résonne d'une manière que le scandale ne peut jamais atteindre. Léa devint connue, ce qui l'a mis initialement très mal à l'aise, mais elle apprit à utiliser cette visibilité pour amplifier des causes. Elle devint la porte-parole non officielle des enfants et adolescents sans abri, insistant toujours sur le fait qu'elle n'était qu'une parmi tant d'autres, non pas une exception à célébrer, mais un exemple de ce qui est possible lorsque nous soutenons sans contrôler. L'homme au costume cessa d'être un mythe pour devenir un mouvement. Les gens commencèrent à faire de petites actions de bonté anonymes, les attribuant au symbole. Des chefs d'entreprise firent des dons discrets. Des bénévoles se présentèrent sans demander de reconnaissance. L'idée que Léa avait créée prit vie, plus grande que n'importe quel individu. Un après-midi pluvieux, près d'un an après la réunion au centre social, Charles rendit visite à Léa dans le petit appartement où elle vivait désormais. Elle l'accueillit avec du thé et des biscuits, des gestes simples d'hospitalité qu'elle avait appris à apprécier. Ils parlèrent de choses quotidiennes pendant un moment, des études de Léa, qui excellait à l'école, du nouveau projet de la Fondation pour créer plus de programmes de tutelle communautaire, du réseau de bénévoles qui continuait de grandir. Puis Charles dit quelque chose qu'il gardait pour lui depuis des mois. « Je veux te raconter une histoire que je n'ai presque jamais racontée à personne. » Léa le regarda attentivement. « Quand j'avais 8 ans, continua-t-il, je vivais dans un village pauvre du Massif central. Ma famille avait à peine de quoi manger. Et une ONG est arrivée dans la région. Ils offrèrent du soutien scolaire, des goûters, des activités. Je me suis inscrit.
Et l'une des bénévoles, Madame Irène, a remarqué que j'étais bon en chiffres. Elle m'a encouragé, m'a aidé à étudier, m'a fait croire que je pouvais être plus que mes origines. Léa écoutait, comprenant. J'ai réussi à sortir de la pauvreté grâce à elle, dit Charles, mais en chemin j'ai décidé d'effacer tout ce qui me reliait à ce passé. J'ai changé de nom, j'ai coupé les ponts avec ma famille, j'ai fait comme si je n'avais jamais été ce garçon pauvre. Et quand Madame Irène est décédée, je ne suis même pas allé à l'enterrement. J'étais trop occupé à construire mon empire. Vous aviez honte de vos origines, dit Léa, non pas comme un jugement, mais comme une observation. J'avais honte, confirma Charles, et toi, sans le savoir, tu m'as forcé à me souvenir, à regarder ce garçon que j'ai été et à réaliser que je l'avais trahi. Je l'ai trahi, lui, et j'ai trahi tout ce que Madame Irène croyait que je pouvais être. Et maintenant, demanda Léa, maintenant, j'essaie d'honorer ce garçon, et d'honorer la mémoire de Madame Irène, même s'il est trop tard. Léa resta silencieuse un instant, puis elle dit quelque chose que Charles garderait avec lui pour le reste de sa vie. « Il n'est jamais trop tard pour être celui que vous auriez dû être. » Ces mots, venant d'une fillette, qui avait toutes les raisons d'être amère mais qui choisissait l'espoir, brisèrent les dernières barrières que Charles maintenait. Il pleura. Là, dans cet appartement simple, devant cet enfant extraordinaire, il pleura des décennies de remords. Léa n'essaya pas de le consoler avec des mots vides. Elle resta simplement présente. Et parfois, la présence est le plus grand des réconforts. Quand Charles se reprit, il la remercia. Pas seulement pour ce moment, mais pour tout. D'exister. D'être qui elle était. D'avoir créé un mensonge si beau qu'il était devenu vérité. « Je n'ai rien créé, » répondit Léa. « J'ai juste cru. » Et la croyance, quand elle est assez forte, transforme le monde. Les années passèrent. Léa grandit, devint adulte, obtint un diplôme d'assistante sociale, se spécialisa dans le travail communautaire. Elle ne perdit jamais l'essence qui la définissait, la capacité de voir des personnes, pas des statistiques, d'agir, pas seulement de planifier, de croire quand il serait plus facile d'abandonner. Charles vieillit avec plus de dignité qu'il n'avait vécu la majeure partie de sa vie. Il consacra ses dernières années à des projets sociaux authentiques, refusant toujours les projecteurs, attribuant toujours le mérite aux communautés. Il reconstruisit lentement la relation avec la famille qu'il avait abandonnée, demandant pardon là où c'était possible, faisant des réparations là où c'était accepté. Vincent devint un journaliste reconnu non pas pour les scandales, mais pour les histoires de transformation. Il écrivit un livre sur le phénomène de l'homme au costume qui devint une référence sur les mouvements sociaux basés sur l'action directe et les symboles collectifs. Et le réseau que Léa avait initié, il continua de croître. Il s'étendit à d'autres villes, il inspira d'autres mouvements. Il prouva que le vrai changement n'a pas besoin de grandes structures, juste de personnes prêtes à agir. Des décennies plus tard, par un après-midi ensoleillé, Léa donnait une conférence à des étudiants en travail social. Une jeune femme leva la main et demanda « Comment avez-vous commencé tout ça? Comment une enfant seule a-t-elle pu créer quelque chose d'aussi grand ?» Léa sourit, ce même sourire qui désarmait les cynismes. « Je n'ai jamais été seule, » répondit-elle, même quand il semblait que je l'étais. Il y a toujours eu l'homme au costume, l'idée que quelqu'un se souciait, et quand nous croyons que quelqu'un se soucie, nous commençons à nous soucier aussi. Et alors le cycle se perpétue. Mais l'homme au costume existait-il vraiment? Insista la jeune femme. Léa pensa à Charles, qui était parti quelques années plus tôt, entouré d'une famille réconciliée. Elle pensa à Vincent, qui continuait son travail journalistique avec intégrité. Elle pensa à Florence, à Monsieur Jean, à Madame Sonia, à toutes les personnes qui avaient formé ce réseau. « Oui, » dit-elle finalement, « il existe. Ce n'est pas une personne. C'est une attitude. C'est le choix d'aider même quand personne ne regarde. De croire même quand cela semble impossible. D'être bon dans un monde qui enseigne le cynisme. » Elle fit une pause, regardant l'auditoire de jeunes pleins d'idéaux. « Et vous tous, vous pouvez être l'homme au costume, ou la femme au costume, ou simplement des personnes qui choisissent de faire la différence. Pas besoin d'argent, pas besoin de pouvoir, juste besoin de volonté et de croire que de petites actions multipliées par des millions de personnes transforment le monde.
La conférence se termina sous les applaudissements. Mais Léa savait que les applaudissements n'importaient pas. Ce qui importait, c'étaient les actions que ces jeunes entreprendraient ensuite. Si au moins quelques-uns sortèrent de là et aidaient une personne. Si au moins quelques-uns croyaient que la bonté n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force qui soit. Cette nuit-là, seule dans son appartement simple mais confortable, Léa regarda par la fenêtre Paris, la ville qu'il avait créée, défiée, transformée, et elle murmura à la nuit « Merci l'homme au costume, où que tu sois ». Et peut-être quelque part entre les viaducs et les porches, entre les gratte-ciels et les cités, entre le béton et l'espoir, l'esprit de ce symbole sourit. Car à la fin, le véritable protagoniste n'a jamais été le milliardaire qui s'est racheté, ni le journaliste qui a choisi la vérité plutôt que la vengeance, ni même l'assistante sociale qui a risqué sa carrière pour une solution innovante. Ce fut la petite fillette au nom court et à l'âme immense qui a enseigné à tous que la bonté n'est pas une performance, c'est un choix, et que ce choix, fait à plusieurs reprises, jour après jour, personne par personne, est ce qui construit un monde où il vaut la peine de vivre. Léa éteignit la lumière et s'endormit. Et elle rêva d'un avenir où plus de gens croiraient, où plus de gens agiraient, où l'homme au costume serait si courant qu'il cesserait d'être une exception pour devenir la norme. Car en fin de compte, la plus grande transformation n'a pas eu lieu chez Charles Beaumont, qui a réappris à être humain, ni chez Vincent, qui a découvert que l'amour est plus complexe que la colère. La plus grande transformation a eu lieu dans l'idée même qu'un individu, aussi petit, aussi invisible soit-il, peut changer le cours des empires, des familles et des destins. Et cette vérité, une fois connue, est impossible à ignorer. Une fois crue, impossible à ne plus croire. Une fois vécue, impossible à mourir. L'homme au costume était réel. Il l'a toujours été. Parce que nous avons cru qu'il l'était. Et la croyance, lorsqu'elle est collective et sincère, a le pouvoir de créer des réalités. Paris dormait. Mais dans ses ruelles et sous ses porches, dans ses salles de réunion et ses cuisines modestes, dans ses cœurs fatigués mais pleins d'espoir, la graine que Léa avait plantée continuait de germer, de grandir, de transformer. Et il en serait ainsi, pour des générations. Tant qu'il y aurait des gens pour croire que la bonté compte, que les petites actions s'additionnent, que tous, absolument tous, peuvent être l'homme au costume dont quelqu'un a besoin. L'histoire n'avait pas de fin, parce que les vraies histoires n'en ont jamais. Elles ne font que se transformer, s'étendre, se perpétuer à travers les personnes qui choisissent de les continuer. Et Léa Dubois, la fillette devenue femme, devenue symbole, devenue inspiration, dormait tranquillement, sachant que sa mission ne se terminerait jamais. Parce qu'elle n'a jamais été à propos d'elle. Elle a toujours été à propos de nous, de ce que nous choisissons d'être, de ce que nous choisissons de croire, du monde que nous choisissons de construire, une petite action, à la fois. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Léa, Charles et Vincent a profondément touché vos cœurs. Si vous avez été émus par ce voyage de transformation et d'espoir, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond et le plus vrai de l'âme humaine. Nous vous attendons pour le prochain épisode avec une nouvelle histoire qui vous fera réfléchir sur la vie, sur les choix que nous faisons et sur le pouvoir que chacun de nous a de transformer le monde qui nous entoure. À bientôt.